Alors, donc, bonsoir à tous. Donc, cette conférence sur les IST, infections sexuellement transmissibles, vous est proposée par la Mutualité française Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et en fait, pour comprendre, donc, la Mutualité française Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et les mutuelles qu'elle fédère agissent pour défendre l'accès à la santé pour tous en nouant des partenariats avec d'autres acteurs de la santé. Et en fait, elle va mettre en place, en lien avec les mutuelles qu'elle fédère, des actions de prévention santé où on va mobiliser nos représentants pour répondre aux besoins de santé de toute la population, de la naissance au grand âge. Euh, Tout ça dans l'optique qu'on reste tous, qu'on soit en bonne santé. Donc, il y a différentes thématiques, comme les addictions, la santé sexuelle, le bien vieillir, l'activité physique et sportive, l'alimentation, le développement des compétences psychosociales. Et en fait, ce soir, donc, avec les IST, mieux les comprendre pour mieux s'en protéger, nous avons souhaité inviter Sam Henry, qui est chargé de prévention à l'ENIPS, ce qui veut dire Équipe nationale d'intervention en prévention et santé. Et donc, au cours de cette conférence, seront présentées donc, les différentes IST, ainsi que la manière de s'en protéger et de les dépister. Donc, bonsoir à tous et bonsoir Sam. Merci en tout cas. Bonsoir. Merci à toi, Justine, de m'avoir invitée. Bonsoir aux personnes qui sont déjà présentes. Donc, Justine m'a présenté brièvement. En effet, je suis chargée de prévention à l'ENIPS qui, pour dire un petit mot rapidement dessus, est une association de santé sexuelle qui œuvre dans le domaine depuis une trentaine d'années. Euh, Si vous voulez plus d'informations sur la création de l'association, ses publics cibles, etc., vous pouvez aller sur le site qui est indiqué sur la première diapo que vous voyez ici. Donc ce soir, je vais vous présenter des informations sur les IST, donc les infections sexuellement transmissibles, et sur le VIH qu'on disait avant, le sida, en expliquant justement ce que va être la différence entre le VIH et le sida. Ça, on va revenir dessus après. Mais voilà, un petit focus plus précis sur le VIH, sur les infections sexuellement transmissibles et sur les moyens de s'en protéger, parce qu'on va voir qu'il y en a plusieurs. Alors, donc, comme je disais, on va voir un peu les modes de transmission du VIH, l'évolution, la détection et le traitement, où on en est à l'heure actuelle par rapport au traitement du VIH, parce que depuis son apparition, ça a bien évolué. Les concepts de prévention combinée, donc ça, comme je vous disais, c'est ce qui existe pour se protéger du VIH et des IST, donc des infections sexuellement transmissibles. Alors, au niveau du VIH, d'ailleurs, je ne voulais pas préciser, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre parce que je vais vous le demander à la fin de chaque diapo. Et si ça peut être participatif, plus participatif, c'est avec grand plaisir. Donc, au niveau du VIH, il va y avoir ce qu'on appelle des modes de transmission. Donc, c'est-à-dire comment on va attraper le VIH. Est-ce que l'une de vous a une idée de comment on peut attraper le VIH? Qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit là, comme ça, de manière simple? Alors, vous pouvez soit l'écrire dans la discussion, soit enlever votre micro et parler avec nous. Sans souci. Et puis, si vous n'avez pas d'idée sur la question, vous pouvez le dire aussi et je continuerai la présentation. Donc bah, là, c'est là où voilà, Brigitte nous dit lors de rapports sexuels. Tout à fait. Tout à fait, lors de rapports sexuels, c'est exactement ça. Et il y a aussi d'autres manières de l'attraper qu'on va voir ensemble, parce qu'en fait, lorsqu'on parle de transmission du VIH, on va vulgariser ça en parlant de liquides contaminants, donc les liquides du corps, et qui sont des portes de sortie et des portes d'entrée, donc les muqueuses du corps. Donc, sur ce petit schéma-là, ce qu'il faut retenir, avant que je vous parle des liquides contaminants et des liquides non contaminants, c'est que le VIH, comme je le disais, pour qu'on l'attrape, donc le virus de l'immunodéficience humaine d'ailleurs, pour qu'on l'attrape, il faut qu'il soit en contact avec une muqueuse ou avec le sang directement. Si le virus, pour une raison ou pour une autre, me vient sur la peau, ou si on embrasse quelqu'un, on ne peut pas attraper le VIH. Pour ça, donc, au niveau des liquides contaminants, on va avoir 5 liquides dans le corps qui peuvent transmettre le VIH. Il va y avoir, donc, au niveau des liquides sexuels et des rapports sexuels, il va y avoir
le liquide préséminal, le sperme, les sécrétions vaginales, le lait maternel. Bon, ce n'est pas un liquide sexuel, mais ça peut être transmis de la mère à l'enfant lors de l'allaitement, et le sang, qui peut du coup jouer lui aussi de la mère à l'enfant lors de l'accouchement plutôt. Pour le reste, ça va être lors de rapports sexuels, donc avec pénétration vaginale, avec pénétration anale, mais aussi, alors c'est un peu moins risqué, mais le risque existe aussi avec le sexe oral, donc fellation, cunnilingus, etc. Les liquides non contaminants, donc on ne peut pas attraper le VIH par la salive, par la sueur, par l'urine et par les larmes. C'est important de le préciser parce que avec le VIH, il y a aussi toute la notion de sérophobie, c'est-à-dire l'idée reçue comme quoi les personnes qui vivent avec le VIH peuvent être sales ou qu'on l'attrape en embrassant quelqu'un tout simplement, ce qui n'est pas vrai. Et les muqueuses donc, par lesquelles on peut l'attraper, ça va être les yeux, la bouche, l'œsophage, les narines aussi, par certaines pratiques plutôt là au niveau des usagers de drogue, on le verra par la suite, l'anus, le rectum et le gland du pénis et le vagin. Voilà pour les muqueuses et les liquides contaminants. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là avant qu'on passe à la diapo suivante? Juste comme on a une nouvelle personne, juste Oui. rappeler que la vidéo est enregistrée, donc si vous ne voulez pas apparaître, il faut couper votre caméra. Pas de questions. Ok, on va continuer du coup. Alors, au niveau donc, du VIH, du virus de l'immunodéficience humaine et de la différence avec le sida, c'est ce qu'on va voir à ce moment-là. Alors, globalement, sur ce schéma, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir le VIH que vous voyez augmenter lors de la phase de ce qu'on appelle la phase de primo-infection, donc au début de l'infection par le virus, qui peut aller, comme on le dit là, c'est à peu près sur donc du premier jour de la contamination jusqu'à 21 jours. Le AC que vous voyez en gris, ce sont les anticorps, et les CD4, il faut juste retenir que ce sont certaines formes de défense du corps. Donc, les premiers jours, le VIH, le virus dans le sang, va énormément se répliquer, va énormément augmenter. Les CD4, quant à eux, vont chuter et les anticorps vont essayer de faire leur travail en augmentant eux aussi. Ensuite, il y a la phase de séropositivité. Là, c'est-à-dire que de nouveau, le VIH chute. Les CD4 remontent un peu, les anticorps également essayent de faire leur protection de leur côté. Et dans les années qui suivent, ça peut être des mois, ça peut être des années. C'est là que le dépistage est important, mais ça, on le verra ensuite. C'est ce qu'on appelle le stade SIDA, donc le syndrome de l'immunodéficience acquise. Alors, pour simplifier, le VIH, c'est le virus et le SIDA, c'est la maladie. Quelqu'un qui est porteur du VIH, à l'heure actuelle, en tout cas en France en 2022, arrive extrêmement rarement au stade SIDA et s'il est sous traitement, soit il n'y arrive pas, soit s'il y était déjà, on peut faire redescendre le virus dans le sang de manière à ce qu'il soit endormi et à ce que la personne vive tout à fait normalement. On le verra un peu plus en détail après. Mais lorsque les personnes ne sont pas conscientes de leur séropositivité, s'il n'y a pas eu de dépistage, le VIH, lui, il va continuer à se répliquer dans le corps. Les CD4 vont chuter de plus en plus, les anticorps également. Et en fait, on ne meurt pas vraiment du sida en soi, mais on meurt de maladies opportunistes qui vont venir se greffer aux personnes qui sont au stade sida et dont les défenses immunitaires sont quasi nulles. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette diapo-là? Ça, après, ce que vous voyez en bas, ce n'est pas très important. C'est des éléments sur lesquels on va revenir plus simplement après. Je pense qu'il n'y a pas de questions. OK. Alors, cette petite vidéo, je ne sais pas si vous aurez le son, si j'ai mon casque, dites-moi. Et puis, il y a une question du coup. À partir de quand c'est contagieux? C'est contagieux dès que le virus est entré dans le corps, en fait, dans le sens où, comme on le voit, il augmente très vite. Et au plus il va se répliquer dans le corps, au plus la personne va être contagieuse. C'est une question de nombre de copies du virus. Et au plus la personne va être porteuse du VIH sans le savoir longtemps et au plus ça va être contagieux. Mais dans la phase de primo-infection, comme on l'a vu au début, comme le VIH augmente énormément, c'est aussi une phase très, très contaminante.
Alors, vous allez voir l'enveloppe du virus. Est-ce que vous entendez? À l'intérieur, ce qui contient Oui. les gènes du virus qui sont représentés sous forme de rubans. Ce virus contient également des enzymes qui lui sont nécessaires pour infecter les cellules du corps humain et pour se multiplier. Voilà, un dernier élément important, regardez à droite le globule blanc qui possède des récepteurs qui vont permettre au virus à gauche de se fixer sur sa membrane. L'étape suivante, eh bien, le virus va larguer en quelque sorte son matériel génétique à l'intérieur du globule blanc, du lymphocyte qu'il vient d'infecter. Ce matériel génétique du virus va s'intégrer au matériel génétique du lymphocyte, de ce globule blanc, et c'est ainsi qu'il va y avoir contamination de cette cellule. L'étape suivante, c'est la production donc, de nouveaux virus complets en utilisant les enzymes de la cellule infectée. Les protéines fabriquées à partir des gènes du virus sont créées dans le lymphocyte. Une deuxième enzyme va les préparer, les assembler. Un nouveau virus est formé. Ce nouveau virus ainsi créé va être libéré dans le sang. Voilà, donc ça, c'était une petite vidéo un peu plus technique sur comment va se répliquer le VIH et comment il va investir les défenses du corps pour... Oh, pardon, c'est moi qui fais une bêtise. Comment il va investir les défenses du corps pour les affaiblir et pour se répliquer, pour se dupliquer en copiant un peu leur mécanisme aux dites défenses. Vous allez voir... Alors, là, on va parler justement un peu des stratégies de prévention, donc de tous les moyens de prévention qui vont exister pour se protéger du VIH, parce qu'à l'heure actuelle, outre le préservatif, il en existe d'autres. Voilà. Donc, le plus connu, on va quand même en parler, c'est le préservatif, bien entendu, parce que il permet de se protéger du VIH, mais également de la très grande majorité des autres infections sexuellement transmissibles. Pour les personnes qui sont allergiques au latex, il en existe en polyuréthane. Donc, voilà, sachez qu'il en existe de plusieurs matières pour les personnes qui sont allergiques ou pas à l'aise avec une matière en particulier. Et vous le voyez sur l'image, il y a le préservatif qu'on dit externe, donc qui se pose sur un pénis, sur un sextoy ou ce que vous voulez. Et à droite, j'en ai pris un élément avec moi à la caméra, comme vous le voyez, pour que ce soit un peu plus clair. C'est un préservatif interne. Alors, avant, on disait préservatif masculin et féminin. Maintenant, on évite ces termes parce que les deux peuvent s'utiliser pour les hommes comme pour les femmes, notamment celui-ci parce qu'il peut se mettre dans le vagin, certes, mais également dans l'anus. Donc, il va y avoir un anneau comme ça qui va se plier au fond du préservatif, qui va s'insérer, si on le plie en 8, qui va s'insérer comme ça. Et en fait, toute cette partie-là va dépasser à l'extérieur du vagin ou de l'anus. Donc, ça peut être un peu surprenant comme ça, disons qu'on est moins habitué à la disposition, mais il protège tout autant et on peut le mettre, contrairement au préservatif externe qu'il faut mettre juste avant et enlever juste après un rapport. Celui-ci peut être mis un peu avant, même quelques heures avant, et être enlevé un peu après. Voilà. Et pour l'enlever, il suffit juste de tirer dessus, de faire un nœud et de le mettre à la poubelle, comme pour le préservatif externe. Que dire d'autre sur celui-ci? Oui, au niveau de l'anneau qu'il y a au fond, pour les rapports par pénétration anale, il faut enlever l'anneau qu'il y a au fond et la personne qui va pénétrer l'autre personne peut le mettre sur son pénis ou son sextoy pour l'insérer. Voilà. Il est précisé également que pour les préservatifs, il est important d'utiliser des lubrifiants à base d'eau parce que il vaut mieux éviter les lubrifiants comme ils sont précisés, voilà, le beurre, la vaseline, le Crisco ou équivalent, plutôt privilégier les lubrifiants à base d'eau. Ce sont les plus compatibles avec toutes les matières de préservatifs. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vais continuer. Oui, tu peux continuer si jamais il y en a. Okay. Ouais, on va. OK. Alors, au niveau de la prévention, il existe aussi le dépistage. Alors, en général, un dépistage, il va être là, on parle. Si on fait un bilan complet des infections sexuellement transmissibles, on va plutôt se baser sur le temps d'incubation du VIH, c'est-à-dire que c'est conseillé, si on a un rapport sexuel à risque, donc sans préservatif, de faire un dépistage donc
par prise de sang, 6 semaines après le rapport sexuel à risque et 3 mois pour un TROD. Un TROD, qu'est-ce que c'est? C'est une forme de dépistage qu'on fait également au sein de notre association. C'est un test rapide d'orientation diagnostique et comme vous le voyez sur l'image à droite, ça consiste à prendre une goutte de sang au bout du doigt. Et pour cette forme de dépistage-là, qui est tout aussi sûre, hein, mais il faut attendre 3 mois pour détecter le VIH. Voilà. Pourquoi donc l'intérêt du dépistage? Vérifier que l'on est toujours séronégatif et si besoin, disposer d'un suivi médical parce que à l'heure actuelle, comme on l'a vu sur le schéma tout à l'heure, c'est les personnes qui ne savent pas qu'elles ont le VIH qui sont le plus contaminantes parce que ça, on le verra après, mais une fois que la personne est sous traitement, elle ne l'est plus. Voilà, ou avant d'abandonner le préservatif dans une relation stable. Il peut y avoir tout un tas de raisons de faire un dépistage. Il vaut mieux, pour les personnes multipartenaires, c'est conseillé tous les 3 mois à peu près. Mais si on a un doute sur notre partenaire, si on est multipartenaire, si on commence une relation stable, en fait, il vaut mieux faire un dépistage quand on le souhaite et quand on en ressent le besoin. Voilà. Et où les faire? Alors, il y a plusieurs structures qui vont permettre ça dans les CGID. Donc, comme dit, c'est les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic. En fait, ce sont des centres de santé sexuelle. Il en existe un peu partout en France. Et là-bas, vous allez pouvoir faire gratuitement et anonymement, d'ailleurs, si vous le souhaitez, un dépistage de toutes les infections sexuellement transmissibles, VIH y compris. Il y a des médecins, il y a des infirmiers, des infirmières. Voilà, il y a tout un tas de sages-femmes. Tout à fait. Il y a tout un tas de professionnels qui vont pouvoir vous accompagner dans la santé sexuelle. Alors là encore, pour les infections sexuellement transmissibles, dans un laboratoire, alors avec ou sans ordonnance, ça concerne le VIH. Il y a un dispositif qui a été lancé qui s'appelle Au Labo sans ordo et qui permet d'aller faire, ça a été nationalisé début d'année 2022, qui permet d'aller faire un dépistage du VIH dans n'importe quel laboratoire sans besoin d'ordonnance, juste en le demandant et gratuitement. On peut aussi faire un dépistage dans une association habilitée comme l'ENIPS ou d'autres par le biais de TROD. Et avec un autotest VIH, c'est un peu le même principe que le TROD, c'est une goutte de sang au bout du doigt, sauf que c'est à faire chez soi. On peut les trouver en pharmacie pour une vingtaine d'euros ou nous, dans notre association ou dans d'autres associations, on les donne gratuitement. Voilà. Ensuite, alors ça, on ne va pas spoiler la suite. On va parler, en fait, si, puisque en fait, ils sont détaillés ensuite. On va parler des moyens de prévention à base d'antirétroviraux, donc qui combattent les virus. Il va y en avoir 3 là qui sont cités ici, qu'on va détailler ensemble. Il va y avoir la PrEP, donc la prophylaxie pré-exposition, le TPE, le traitement post-exposition ou traitement d'urgence, et le TASP, Treatment as Prevention en anglais, donc traitement comme prévention en français. Et on va voir ensemble en quoi il consiste plus en détail. Alors, le TASP, le traitement comme outil de prévention, c'est un traitement pour les personnes séropositives, donc déjà infectées par le VIH. C'est un traitement qui reste un traitement à vie, qui doit se prendre toute la vie, mais contrairement à quand le VIH est apparu et qu'il fallait prendre énormément de cachets qui étaient très sollicitants pour le corps chaque jour, là, avec un seul cachet par jour, au bout de 6 mois, le virus dans le sang va s'endormir et donc les personnes avec le VIH ne le transmettent plus. Et ça, c'est vraiment sûr. Il y a énormément d'études qui l'ont montré. Je ne les ai pas sous les yeux, mais je peux, si besoin, vous les transmettre à Justine à la fin qui vous les transmettra. Mais voilà, une personne qui a le VIH à l'heure actuelle et qui est sous traitement ne le transmet plus. Et elles vivent aussi, les personnes séropositives vont vivre aussi longtemps que les personnes séronégatives. Comment ça se passe? Donc, soit il y a le cachet tous les jours, soit depuis le début d'année également, je crois, il est possible de faire une injection tous les 2 mois en hôpital. C'est encore assez récent et ce n'est pas au niveau, nous en tout cas, par exemple, des gens qu'on peut recevoir, ce n'est pas encore un moyen très répandu, mais voilà, il faut savoir que ça existe, soit un cachet tous les jours, soit une injection tous les 2 mois, plutôt en milieu hospitalier. Et alors, je vois qu'il y a une question. Oui, au bout de combien de temps de traitement? En fait, c'est le traitement. Je pense que Brigitte, vous dites si je me trompe, mais je pense qu'en fait, là, le TASP, c'est le traitement. Ouais. C'est le nouveau traitement, en fait. C'est ça, exactement. Ouais.
Parce que je pense qu'elle devait penser que c'était après le traitement ou à un moment donné du Ah traitement. non, c'est le traitement pour les personnes séropositives. Et peut-être que vous demandiez si à partir de combien de temps les De personnes ne traitement. trans... Voilà. Pardon? À partir de combien de temps de traitement les personnes ne transmettent Ah, plus? Ah voilà, Voilà. comme je le disais, alors ça va dépendre des personnes, mais justement, on va dire 6 mois, mais on se base sur ces 6 mois, pas au hasard, c'est qu'une personne séropositive, même sous traitement, elle voit, une fois même qu'elle est indétectable, c'est ce qu'on appelle une charge virale indétectable, elle va avoir un bilan sanguin tous les 6 mois pour voir si sa charge virale reste indétectable, tout ça. Et voilà, on préconise au bout de 6 mois, les médecins de toute façon vérifient avant que la charge virale est bien indétectable avant de dire au patient ou à la patiente qu'elle ne transmet plus le virus. Voilà. Pour le TASP, voilà, j'ai à peu près tout dit de mon côté. Hop. Ensuite, il y a le TPE. Le TPE, qu'est-ce que c'est? C'est le traitement post-exposition ou traitement d'urgence. Alors, ne prenez pas tant compte du tableau parce que je vais le voir avec vous, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le médecin qui va décider de ça. Alors, à destination de qui c'est? Si demain une personne a un rapport sexuel sans préservatif avec une personne qu'elle ne connaît pas ou que le préservatif a craqué, parce que ça arrive aussi, elle peut aller aux urgences ou dans les CGID si c'est en journée, dans les 48 heures maximum. Et là-bas, le médecin va voir avec elle selon le risque de la pratique sexuelle, parce que toutes les pratiques sexuelles ne sont pas à risque de la même manière. Je parlais des muqueuses tout à l'heure. La muqueuse la plus à risque, ça va être l'anus parce qu'elle est plus fragile, plus irriguée. Au niveau de la bouche, le risque zéro n'existe pas, mais ce n'est pas la pratique la plus risquée, à moins que la bouche soit assez abîmée, qu'il y ait des plaies, des lésions. Mais voilà, sachez que les personnes qui ont un rapport sexuel avec une personne qu'elles ne connaissent pas peuvent aller aux urgences ou au CGID dans les 48 heures maximum. Par contre, c'est ça qu'il faut bien retenir. Et là-bas, sera prescrit un traitement qui va être pris pendant 1 mois, le TPE, qui fait que si la personne a été en contact avec le VIH, elle ne l'attrapera pas. C'est un peu le même principe que les pilules d'urgence pour les grossesses, mais pour le VIH, pour comparer un petit peu. et ça, on le prend pendant 1 mois, Ouais, c'est ça. contrairement aussi aux pilules d'urgence. Oui, c'est ça. Qui sont plutôt en une fois, en one shot. Alors, ensuite, il y a la PrEP. La PrEP, qu'est-ce que c'est? C'est la prophylaxie pré-exposition. Ce qu'il faut retenir pour simplifier, donc là, pareil, les publics cibles, ça a beaucoup changé. Ce qu'on dit HSH, c'est hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Mais en fait, ça va concerner les personnes multipartenaires de manière générale, soit qui veulent l'utiliser en plus du préservatif en moyen de prévention, soit qui qui, pour une raison ou pour une autre, ne mettent pas de préservatif ou veulent plutôt l'arrêter. Et qui vont demander la PrEP. Alors, la PrEP, c'est aussi des comprimés qui sont destinés aux personnes qui n'ont pas le VIH. En fait, il y a 2 manières de la prendre. Ça va être soit tous les jours à la même heure, et au bout de 7 jours, la personne sera protégée du VIH, soit ce qui s'appelle à la demande, mais ça, il y aura une diapo après. Ça, c'est pour les hommes. C'est seulement pour les hommes qu'il est possible de la prendre comme ça, avec un mode de prise que je vais vous décrire après. Là, il y a écrit au cas par cas également pour les personnes qui sont concernées par la PrEP. Ça peut être les personnes en situation de prostitution, ça peut être les personnes en situation de vulnérabilité pour X ou Y raison, et les usagers de drogue, parce que tout à l'heure, je ne voulais pas préciser. Mais en effet, au niveau des narines, pour la transmission du VIH ou de certaines hépatites, mais ça, je vous les détaillerai après. On pense souvent aux usagers de drogue par voie intraveineuse, ce qui est le cas, hein. Si on partage le matériel d'injection, tout ça, le risque d'attraper des IST est assez accru. Mais ça vaut aussi pour les personnes qui consomment des produits par sniff, si elles partagent l'objet avec lequel elles sniffent, donc plus communément des pailles ou des choses comme ça. Ça peut être aussi à risque à ce niveau-là. Donc, la PrEP, voilà, c'est là que je vous disais que ces comprimés-là, ils vont être pris soit en continu, un comprimé tous les jours, on est protégé du VIH, soit à la demande. Donc, 2 comprimés 24 à 2 heures avant le rapport sexuel
un comprimé 24 heures après le rapport sexuel et un dernier comprimé 48 heures après le rapport sexuel. Mais ça, c'est uniquement pour les hommes. J'utilise le terme cisgenre en dessous, c'est-à-dire un homme qui est né homme et qui se reconnaît là-dedans. Et pour toutes les autres personnes, les femmes cisgenres ou les personnes transgenres, ce sera toujours en continu. Un comprimé tous les jours. On continue jusqu'à ce qu'on n'ait plus le souhait d'être multipartenaire. Oui, disons qu'une personne qui commence la PrEP peut l'arrêter quand elle veut. C'est un peu là encore le même principe si on compare à la pilule contraceptive qu'on prend tous les jours à la même heure. Le jour où on change de moyen de contraception ou alors qu'on désire avoir une grossesse, on arrête la pilule, on n'est plus protégé. Là, c'est la même chose. Voilà. Sur la prévention à la demande, qui est décrite un peu plus bas, ça demande un peu plus d'anticipation de sa vie sexuelle, on va dire, et ça convient à certaines personnes, mais certaines personnes préfèrent aussi la prendre en continu, c'est-à-dire tous les jours à la même heure, et se sentent plus rassurées de cette manière-là. Avant de... Oui, pardon, juste, et il ne faut pas venir à chaque fois voir le médecin. On a directement les comprimés avec soi ou c'est à prendre C'est le médecin. Alors, les médecins traitants depuis peu peuvent prescrire la PrEP. Des fois, c'est des freins pour certaines personnes parce qu'elles ne se sentent pas forcément d'en parler avec leur médecin traitant, mais elles peuvent venir chez nous. Nous, on peut, en tout cas ici à Nice, délivrer l'ordonnance de Primobilan pour la PrEP et orienter ensuite vers le CJ de Nice principalement, mais aussi aller au CJ directement où, oui, c'est possible de se faire prescrire par son médecin. Quand je parle de l'ordonnance de Primobilan, c'est parce qu'avant d'avoir accès aux comprimés, il faut vérifier plusieurs choses pour les personnes qui veulent être mises sous PrEP. 3 choses principalement, c'est-à-dire toutes les infections sexuellement transmissibles vont être vérifiées, dont le VIH, ce qui est très important, parce que mettre une personne qui a le VIH sous PrEP, c'est très dangereux parce que ça peut créer des résistances au traitement par la suite. Donc voilà, c'est assez important de le préciser. Tout comme quand j'ai parlé d'ailleurs du traitement contre le VIH tout à l'heure, une des raisons qui peuvent être dangereuses et qui n'est pas très conseillée, c'est les personnes qui commencent le traitement contre le VIH, elles sont séropositives, elles commencent le traitement et qui l'arrêtent et qui le recommencent et qui l'arrêtent et qui le recommencent. Là, le corps peut créer des résistances et ça peut être de plus en plus difficile d'endormir le virus en fait. Voilà. Pour revenir à la PrEP, donc toutes les infections sexuellement transmissibles vont être vérifiées et il va y avoir 2 autres choses, le fonctionnement du foie et le fonctionnement des reins. Parce que quelqu'un qui a des maladies au niveau du foie ou au niveau des reins, là, ça peut être contre-indiqué. Mais tout ça, c'est le médecin qui va le voir et en général, c'est très bien supporté, mais comme tout traitement qui existe sur Terre, ça peut créer, surtout au début, des indigestions, des nausées. Mais ça dépend vraiment, c'est vraiment au cas par cas, ce n'est pas une généralité. Et en général, c'est un traitement non seulement qui est très bien supporté, mais que s'il est bien pris, il protège très efficacement du VIH. Voilà. Ensuite, on va passer au reste des infections sexuellement transmissibles qui vont se départager en bactéries et en virus. Donc, petite définition, une bactérie, donc, c'est un être vivant naturellement présent dans le corps. Et un virus, ce n'est pas un être vivant, mais une sorte de dossier porteur d'informations. On pourrait comparer ça au fait d'insérer une clé USB dans un ordinateur et d'y mettre un virus qui va se répliquer, qui va fonctionner comme ça. Donc, le virus, comme c'est précisé, il doit infecter un être vivant pour se développer et la bactérie, elle n'est dangereuse qu'une fois sur 1000. Elle est combattue par les antibiotiques et les virus par les antiviraux. Voilà. Au niveau, donc, les IST favorisent le risque de transmission du VIH. Oui, les infections, quelqu'un qui est porteur d'une infection sexuellement transmissible a plus de chances d'attraper le VIH si il est en contact avec, parce que ça va affaiblir le corps et potentiellement également les muqueuses infectées, notamment au niveau sexuel. Il n'y a pas d'immunisation à une IST, c'est-à-dire que quand on attrape une IST, certaines se soignent très bien, on va le voir, mais on peut les rattraper ensuite. Sauf pour l'hépatite A et l'hépatite B, on va y revenir. Elles passent souvent inaperçues, c'est ça qui est traître avec les infections sexuellement transmissibles, c'est que parfois, elles ont des symptômes assez révélateurs et parfois elles n'en ont pas du tout. Et quand elles traînent plusieurs mois, plusieurs années dans le corps, ça peut entraîner des complications qui peuvent être importantes. Voilà.
Alors là, on va parler des hépatites. Donc, les hépatites, c'est des maladies qui vont toucher le foie. On parle de l'hépatite A, B, C jusqu'à la G. Aujourd'hui, on va faire un focus sur l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C qui sont les plus connues. Et ce sont des maladies qui touchent le foie, en fait, mais qui peuvent être sexuellement transmissibles. Donc, comme on disait, ces hépatites vont être différentes les unes des autres au niveau de gravité et de potentiel évolutif de la maladie. Nous allons y revenir. Leur prévention et le traitement ne sont pas les mêmes. Et par contre, ce qui est important de préciser, c'est que les hépatites ne s'attrapent pas seulement, ne sont pas seulement des infections sexuellement transmissibles, comme c'est précisé ici sur le PowerPoint. Le fait de consommer excessivement de l'alcool, des produits psychoactifs ou certains médicaments, ça peut entraîner des hépatites. C'est important de le savoir. Alors, l'hépatite A. L'hépatite A, elle est assez spécifique puisqu'elle s'attrape par ingestion de matière fécale, donc soit par des eaux contaminées ou une alimentation contaminée, soit par la pratique de l'anulingus avec une personne infectée. Mais contre l'hépatite A, il existe un vaccin. Donc, vous pouvez soit vous la faire chez le médecin, soit la faire encore une fois dans les cégites, comme je le disais tout à l'heure. Elle va entraîner une immunité, il va y avoir une immunité à vie après la guérison, parce qu'en général, ça peut aussi guérir tout seul, et 10 millions de personnes par an contractent l'hépatite A dans le monde. Donc voilà, celle-ci, elle est un peu spécifique, c'est aussi ce qu'on appelle une hépatite alimentaire qui peut être attrapée par toutes les catégories de la population, puisque, comme on dit, c'est une hépatite alimentaire et que l'eau souillée et l'alimentation peuvent être à risque pour cette hépatite-là. Et c'est quoi les symptômes? Les symptômes, alors pour les hépatites, ça va être, il peut ne pas y avoir de symptômes, ou alors il peut y avoir du jaune au niveau des yeux, des faiblesses, des fatigues. Les hépatites, ouais, ça peut être surtout au niveau des yeux, là, Ouais, un ictère. Voilà, exactement, un ictère. Voilà, ça va être plutôt ça. Pour l'hépatite B, c'est un virus, donc comme c'est précisé là, qui est très résistant à l'air, qui est 100 fois plus contaminant que le VIH parce qu'en général, les hépatites, elles sont assez résistantes à l'air, contrairement au VIH qui, une fois qu'il est sorti du corps, survit très peu de temps à l'air libre. Donc, il va y avoir une transmission par tous les liquides sexuels qu'on a cités précédemment et par le sang également, mais également par la salive et l'échange d'objets contaminés, donc les sextoys, les rasoirs, les brosses à dents. Voilà. Il y a des guérisons spontanées, donc dans 90% des cas, une immunité à vie après guérison, mais contre cette hépatite-là, il existe également un vaccin. Donc, c'est également possible de s'en protéger de cette manière-là. Les vaccins, d'ailleurs, font partie de la prévention diversifiée combinée qu'on a vu tout à l'heure. Il en existe pour l'hépatite A, l'hépatite B et le papillomavirus, principalement. Le papillomavirus, on reviendra dessus après. Donc là, il y a un peu les chiffres en bas. Mais voilà, ces deux hépatites-là, bien qu'elles puissent être assez contaminantes, pour les combattre, il existe un vaccin. Alors, l'hépatite C, elle s'attrape d'une manière un peu plus spécifique, elle également. Mais c'est un virus très résistant à l'air. Il n'existe pas de vaccin contre l'hépatite C. Ça se fait uniquement par le sang, uniquement par transmission sanguine. Donc, encore une fois, ça peut être certes par les consommations de produits, mais aussi ça peut être, je donne l'exemple des piercings, des tatouages qui seraient faits dans des conditions hors salon officiel. Ça peut être à risque. Il n'y a pas d'immunité. À l'heure actuelle, il existe un traitement contre l'hépatite C qui est assez lourd, mais qui est très efficace, qui va durer à peu près 3 mois. Mais il faut savoir qu'on peut rattraper l'hépatite C si on a des pratiques à risque par la suite. Voilà. Comme c'est précisé, alors c'est des chiffres, je pense, qui datent de 2014, qui sont peut-être un peu datés, mais 30% des personnes séropositives, la plupart des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes au VIH, sont co-infectés par l'hépatite C, mais contre l'hépatite C, il existe un traitement. Là, comme je le disais également, forte contamination, vu que c'est par voie sanguine chez les personnes qui consomment des produits, donc partage de seringues, slam et de paille. Le slam, c'est l'injection de produits dans un contexte sexuel. Voilà. Ensuite, au niveau des IST, il y a la syphilis. Alors, la syphilis, c'est une infection sexuellement transmissible dont, pour la petite anecdote, sont morts
pas mal d'écrivains plutôt du 19e siècle, etc. Et parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de traitement. Et il va exister 3 stades globalement. La syphilis au stade primaire, c'est 2 à 3 semaines post-infection. Ça va être un chancre. Alors, les parties blanches que vous voyez sur les côtés, c'était les photos qu'on vous a épargnées. Mais un chancre, c'est comme un petit bouton assez spécifique qui n'est pas toujours visible parce qu'il peut se trouver dans la gorge, dans l'anus ou dans le vagin. Enfin, il peut être à l'intérieur des muqueuses. Ça va être ce chancre-là. Au stade secondaire, 3 à 10 semaines post-infection, ça va être une roséole au niveau de la peau, mais qui n'est pas toujours visible, mais qui peut être visible notamment dans les plantes des pieds et dans les paumes des mains. C'est le seul symptôme spécifique de la syphilis. Ensuite, là encore, vu qu'il y a le dépistage et des traitements très efficaces, la syphilis, c'est 1 ou 2 injections qui vont permettre de la soigner. Donc, elle se soigne très facilement, mais c'est là que le dépistage est important et pour savoir qu'on en est atteint, parce qu'au stade tertiaire, ce qui est extrêmement rare à l'heure actuelle en France, ça peut entraîner des dommages neurologiques. En fait, c'est une IST qui, si elle n'est pas traitée, peut être assez fatale, d'où le fait que les gens en mourraient assez facilement lorsqu'il n'y avait pas de traitement. Elle peut entraîner vraiment des dommages neurologiques assez terribles si elle n'est pas Et prise. juste, j'étais avec des sages-femmes aujourd'hui qui m'ont dit que la syphilis était vraiment en recrudescence là en ce moment Ouais, actuellement. ouais, tout à fait. Tout à fait, c'est une IST assez commune, tout comme la chlamydia. D'ailleurs, on va y revenir après. Mm. On va y revenir maintenant, d'ailleurs. Donc, les chlamydia, les gonorrhées, c'est ce qu'on appelle principalement, c'est dans le langage courant, ça peut être ce qu'on appelle la chaude pisse. C'est une IST extrêmement courante qui se soigne très bien. Enfin, les deux, c'est différent la chlamydia et la gonorrhée, mais ce sont 2 IST qui vont très bien se soigner. Mais encore une fois, il faut savoir quand on en a atteint, parce que ça peut entraîner des brûlures, des écoulements blanchâtres ou jaunâtres au niveau de la vulve, du pénis, etc., une inflammation de la prostate. Donc ça va être des caractéristiques assez repérables, mais elles peuvent aussi ne pas avoir de symptômes. Surtout que la chlamydia, qui est l'IST la plus commune chez les jeunes. Et en fait, la chlamydia sans symptômes et non traitée, si elle traîne trop longtemps dans le corps, elle peut entraîner des complications, notamment boucher les trompes de Fallope et entraîner une stérilité. C'est une des complications les plus connues de la chlamydia. Et c'est indiqué ici que les symptômes sont absents dans 1/4 des cas, ce qui est quand même énorme. Le prélèvement, il se fait 24 heures à 7 jours après une infection. Donc, c'est un peu plus tôt que le VIH, mais si on veut faire un bilan complet des IST, à part si on a des symptômes, bien entendu. Si on a des symptômes, il vaut mieux aller chez le médecin tout de suite ou un Cégide, mais il est recommandé plutôt 6 semaines. Voilà. Mais on peut faire le prélèvement. Alors, ça va être soit un examen visuel, s'il y a des démangeaisons, etc. Mais ça va être surtout par autoprélèvement, c'est-à-dire que on va prendre une espèce de coton-tige qu'on va insérer dans le vagin, dans l'anus ou dans la gorge et qu'on va donner ensuite au médecin pour qu'il fasse la vérification de son côté. Voilà. Mais c'est pas forcément des prélèvements sanguins pour ces IST-là. Et ça peut être, comme je disais, aussi au niveau de la gorge. C'est pas qu'au niveau des muqueuses sexuelles à proprement parler. Ça se soigne très bien, ça se soigne par antibiotiques, mais encore une fois, si on a des pratiques à risque, ce sont des IST qu'on peut rattraper. Comment s'en protéger? Par le préservatif, comme on disait. Consultation immédiate en cas de symptômes et dépistage. Mais voilà, le préservatif, ça va vraiment être l'outil de prévention qui va couvrir le plus d'IST possible. Pas toutes, on va le voir, mais le plus d'IST possible. Ensuite, il y a le papillomavirus. Le papillomavirus, c'est le fameux virus qui est responsable des cancers du col de l'utérus, mais pas que. Ça peut être aussi des cancers de la gorge, de l'anus, d'autres parties du corps comme ça. Et contre ce virus, il existe un vaccin qui est recommandé avant la vie sexuelle parce que cette infection sexuellement transmissible, elle est extrêmement commune. Elle touche 70 à 80% des gens sexuellement actifs avec plusieurs scénarios possibles.
soit le papillomavirus, dont il existe plusieurs souches, d'ailleurs plus d'une centaine, que je ne pourrais pas toutes vous nommer, mais dont des souches cancéreuses, et le vaccin va protéger des souches cancéreuses. Mais sinon, soit le virus arrive dans le corps, il repart de lui-même, et là-dessus, pas trop de soucis à se faire, soit il va créer ce qu'on appelle des condylomes, donc des petites verrues qui peuvent être assez disgracieuses, mais qui se brûlent à l'azote, mais qui peuvent être aussi difficiles à soigner, des démangeaisons, des choses comme ça. Soit ça peut être sans symptômes et créer des souches cancéreuses, donc au niveau du col de l'utérus, de la gorge et de l'anus principalement. Avant, on préconisait aux jeunes filles de se vacciner plutôt avant leur vie sexuelle, justement. Maintenant, on le dit aussi aux garçons pour plusieurs raisons. Déjà parce que dans des rapports euh, d'hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes au niveau anal, ça peut entraîner également des risques de cancer et tout ça, mais dans des rapports hétérosexuels, les hommes sont souvent porteurs sains, c'est-à-dire qu'eux transmettent le virus sans symptômes, mais qu'ils le donnent à d'autres personnes qui, elles, peuvent développer par la suite soit des symptômes, soit des souches cancéreuses. Voilà. Donc, on préconise à tout le monde, en fait, peu importe le genre, de se faire vacciner avant sa vie sexuelle. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce... Donc, c'est gratuit de 11 à 14 ans pour les filles et les garçons. C'est 2 doses. Possibilité après 14 ans avec une 3e dose. Et c'est vrai qu'on dit avant la première fois, c'est bien, ou en tout cas dans l'année de sa première fois. Après, ça peut aussi être fait après, mais... C'est ça. Et pour les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça va mettre jusqu'à 26 ans. Ouais, c'est ça. Parce que c'est une population considérée comme à risque sur cette infection sexuellement transmissible-là. Mais c'est vrai que, alors, encore une fois, dans cette petite présentation, loin de moi l'idée de forcer au vaccin, mais voilà, savoir que les vaccins existent pour l'hépatite A, l'hépatite B, le papillomavirus, et que ça représente quand même des outils de prévention assez efficaces, notamment contre le papillomavirus, vraiment au niveau des formes cancéreuses. Et ensuite, alors le papillomavirus, pour revenir dessus, justement, je parlais des IST qui sont transmissibles également avec le préservatif. Et c'est le cas de celle-ci. Si les zones infectées ne sont pas couvertes par le préservatif, ça peut être transmissible. Tout comme je parlais tout à l'heure des chlamydia et gonorrhée, je ne l'ai pas précisé, c'est des IST qui peuvent être manuportés. C'est-à-dire que si on touche le sexe d'un ou d'une partenaire infectée, qu'on touche son sexe ensuite ou au niveau de sa gorge ou ça, des rapports oraux, ça peut être à risque. Et même si ce sont des IST qui se soignent très bien, ce sont des IST qui sont du coup plus communes parce qu'elles s'attrapent plus facilement. Voilà. Et l'herpès, alors, c'est comme c'est précisé ici, c'est également impossible à guérir définitivement. C'est-à-dire que l'herpès, ça va se présenter sous forme de boutons comme ça au niveau de la bouche ou au niveau des muqueuses sexuelles, anus, vulve, pénis. Ça fonctionne par ce qu'on appelle par crise, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours ces boutons-là, ça apparaît selon plusieurs situations. Ça peut être si on est fatigué, si on est un peu plus faible à ce moment-là, ça va faire des crises de boutons. Mais une fois que c'est présent dans le corps, malheureusement, c'est impossible à guérir définitivement. Ça va rester, voilà. Comme c'est précisé, des traitements existent, mais la contagion est très forte quand les boutons sont apparents. Ne pas toucher et se toucher, sinon inoculation du virus sur une autre partie du corps ou des muqueuses. Donc vraiment, lorsqu'il y a les boutons, c'est là qu'il faut être le plus vigilant parce que c'est là que c'est très contagieux. Donc, contact et puis c'est douloureux. Extrêmement. Extrêmement douloureux. Alors, c'est déjà douloureux au niveau de la bouche, mais au niveau muqueuse sexuelle, apparemment, oui, c'est vraiment extrêmement douloureux. Donc, les symptômes, sensation de chaleur, démangeaison, suivi 1 à 48 heures plus tard de boutons ou vésicules groupés. Ça va être un examen visuel plutôt au niveau du dépistage, médecin traitant ou dermatologue, ou, en cas de doute, un prélèvement local en laboratoire et un test sanguin permettent un diagnostic certain, parce qu'un bouton, ça peut être un peu n'importe quoi, bien qu'il soit assez reconnaissable, ceci. Mais voilà, et on est contagieux seulement au moment où il y a le bouton ou déjà la sensation de chaleur, démangeaison Je crois que c'est ça le souci, c'est que c'est un peu avant la poussée de bouton. Et ça, les sensations de chaleur, malheureusement, c'est pas forcément, on va pas forcément se dire, voilà.
À ce moment-là, en général, oui, quand il y a un herpès de présent, les autres IST vont être vérifiés. Là encore, au niveau des traitements, c'est assez. Même moi, je ne pourrais pas vous dire exactement. Là, ce sont des termes assez médicaux, des traitements qui sont prescrits en cas d'herpès. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas soignable à l'heure actuelle définitivement. Ce n'est pas. Oui, c'est incurable. C'est-à-dire qu'on C'est l'a ça. admis une fois qu'on l'attrape. C'est ça. Par crise. Et lui aussi peut s'attraper avec le préservatif si les zones infectées ne sont pas couvertes par ce dernier. C'est là aussi que, quand je vous parlais du préservatif interne tout à l'heure et que je vous disais que cette partie-là qui dépasse pouvait être un peu commune visuellement parlant, on n'en a pas trop l'habitude. Faut aussi savoir que vu que ça couvre une zone plus large au niveau de la vulve ou de l'anus, c'est aussi potentiellement, enfin pas potentiellement, c'est aussi plus sécurisant au niveau de ces zones-là s'il y a des zones infectées par certaines lésions. Voilà. Et alors, quand c'est écrit en bas, l'abstinence est clairement la méthode la plus efficace. Oui, en cas de... ce n'est pas de manière générale par rapport aux IST, mais oui, en cas de poussée de bouton d'herpès, oui, vraiment, il vaut mieux éviter. Hop. Et je crois que j'ai fini. Voilà. OK. Est-ce que vous avez des questions? Alors, ce qu'on peut peut-être rappeler aussi, Sam, c'est que le dépistage doit être fait par les partenaires, hein, les deux à chaque fois. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que souvent, ça nous est arrivé en association de recevoir des personnes qui nous disent bah, moi, je viens me faire dépister, mais mon ou ma partenaire ne veut pas. Ou voilà. Et c'est vrai que pour que ce soit efficace, un dépistage, il faut que ce soit vraiment les deux partenaires qui le fassent. Parce que, comme on l'a vu, il y a plein d'infections sexuellement transmissibles qui sont sans symptômes. Et ça peut un peu réduire à néant le fait de faire un dépistage s'il y a une seule personne au niveau d'un couple. Là, on parle d'un couple monogame qui le ferait. Voilà. Parce qu'il y a un temps, je ne sais pas, on imagine, donc je suis infectée par une chlamydia, par exemple. Mon mari ne s'est pas fait dépister, donc moi, je me fais soigner. Donc lui, potentiellement, il l'a aussi. Est-ce qu'il y a un temps entre où je ne peux pas, moi, le rattraper ou pas? Au niveau de la prise d'antibiotiques, oui, mais parce qu'au niveau de la prise, quand on commence la prise d'antibiotiques, on est encore théoriquement infecté par la chlamydia. Mais oui, tout à fait, si la personne en face, là, on va la rattraper dès que, même si elle a disparu, on va la rattraper très vite. Si la personne est infectée en face. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer un peu ce qu'on fait si le préservatif craque, par exemple, ou si… Le préservatif craque, comme je disais, il y a le TPE. Après, il est préconisé, alors si on a des symptômes, d'aller faire un dépistage au plus vite. Mais si on n'a pas de symptômes, parce que oui, on a peut-être pris un TPE, un traitement post-exposition pour le VIH, mais il sera quand même préconisé 6 semaines après. De toute façon, je ne l'ai pas précisé, mais c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Au niveau de la prise du TPE, je crois que toutes les IST vont être vérifiées, mais outre ça, il y a des étapes en fait dans le mois de prise du TPE, à la moitié et à la fin, où on va vérifier, par rapport au VIH si tout est OK, etc., en faisant des examens un peu plus poussés de charge virale, tout ça. Donc oui, en fait, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que pour un dépistage complet, il est préconisé de faire un dépistage 6 semaines après un rapport à risque, sauf si on a des symptômes ou c'est au plus tôt. Et si on change de partenaire, qu'on a des doutes sur son partenaire ou sur plein de situations, voilà. Et sinon, si on est multipartenaire, un dépistage tous les 3 mois. D'accord. Brigitte, est-ce que vous avez des questions? Raymond, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions en règle générale? Sam, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut rajouter? Pour moi, ça me semble OK, mais de toute façon, je vais te donner, comme je t'ai dit, toutes les infos, pas forcément le PowerPoint, parce que je ne sais pas si j'ai le droit, mais toutes ces infos-là, on peut les retrouver, nous, sur notre site déjà, sans souci. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, Sam, s'il n'y a pas d'autres questions, je te remercie pour nous avoir
appris plein de choses sur ces IST. Brigitte, te remercie aussi. Merci c'était beaucoup. très clair. Comme je disais, le site, vous pouvez le retrouver là tout à gauche du PowerPoint, www. www.enips.fr, où il va y avoir plusieurs encarts avec toutes les infections sexuellement transmissibles, avec tous les moyens de prévention que je vous ai décrits précédemment. Et merci pour votre compliment.